Bonjour à tous, bienvenue dans Legal Club Sandwich, votre rendez-vous pour découvrir du contenu juridique de qualité et à la cool dans un esprit léger. Donc, je m'appelle Thibaut Caoudal, je suis un des cofondateurs de l'entreprise Liway. Liway, c'est une legal tech qui aide les juristes à mieux gérer leurs contrats, donc avoir plus de visibilité sur les risques juridiques et puis passer moins de temps, gagner en efficacité. Voilà, ça, c'est nos deux promesses. Et pour mener à bien cette émission, vous le savez, maintenant que cette saison 3 est très très bien lancée, je suis accompagné de deux chroniqueurs exceptionnels. Audrey, Pierre, comment ça va aujourd'hui? Bonjour à tous, ça va très bien. Ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Et oui, super content, on est de nouveau là. Hop là. Donc c'est l'émission 32. Aujourd'hui, on va parler du coup. Ah non, on va d'abord se présenter parce qu'il y a peut-être des personnes, très peu, qui ne vous connaissent pas encore. Audrey, Pierre, est-ce que vous voulez dire un mot sur vous pour les auditeurs? Oui, volontiers. Comme vous le voyez, on est super en forme aujourd'hui, hyper content d'être là. Et du coup, je ne sais plus comment je m'appelle ni ce que je fais. Du coup, donc je suis manager chez Fed Legal, donc cabinet de chasse de tête dans le domaine du droit et de la fiscalité. Et puis, j'accompagne les entreprises, que ce soit des PME, des startups jusqu'au groupe du CAC 40 pour le recrutement de juristes, fiscalistes, directeurs juridiques et fiscaux, compliance officer, contract manager, legal ops, etc. Je vous épargne toute la liste. Et du coup, au-delà de ce quotidien passionnant que je fais depuis plusieurs années, j'accompagne Pierre pour animer le Fleet Network, le French Lawyers in Tech, qui est le réseau de juristes dans la tech et dans les startups. On est plus de 300 aujourd'hui. Ça fait 2 ans et demi que ça existe et on a une communauté exceptionnelle de juristes hyper actifs dans ce domaine. Voilà. À toi, Pierre. Merci Audrey. Pour ma part, Pierre Landy, avocat au barreau de Paris. J'ai passé toute ma carrière dans des grosses sociétés en tant que directeur juridique chez Yahoo, chez Disney, plus récemment chez Ledger, une de nos belles licornes françaises. Et puis, j'ai cofondé l'Alliance d'avocats ENCO. Nous sommes présents en Italie, Espagne, Allemagne, UK et France. Et surtout, depuis quelques années, je suis spécialisé en executive mentoring de directeurs juridiques, d'équipes juridiques. Je les accompagne pour travailler leur posture, leur leadership, leur place dans l'entreprise, leur carrière. Voilà. Et je fais ça et j'adore. Et c'est pour ça que je suis ravi d'être de nouveau ici aujourd'hui avec vous dans Legal Club Sandwich. Bon, nous aussi, on est ravis de vous avoir tous les deux. On va passer à la présentation donc, de l'invité du jour, puisqu'aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Estelle Reine-Adélaïde, qui est consultante en communication et relations médias. Comment ça va déjà, Estelle, pour commencer? Ça va très bien. Moi, je suis ravie d'être avec vous. Je vous adore. Je suis une grande fan. Bon, nous aussi, on est super contents de t'accueillir parce que c'est un thème dont on n'a pas encore parlé jusqu'ici, le personal branding pour les juristes. Comment booster sa carrière? On va essayer de se poser cette question. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas toujours facile d'aborder ce sujet, donc on va essayer de vous donner un petit peu des clés pour attaquer ça. Peut-être pour commencer, Estelle, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est bien de définir un peu ce que c'est que le personal branding avant de expliquer aux gens comment ils vont pouvoir s'en servir. Alors, le personal branding, c'est quoi? C'est le fait d'utiliser les techniques, c'est un peu le mot barbare, d'utiliser les techniques de la communication et du marketing pour parler de soi. Mais comme une marque, en fait, tout d'un coup, la marque ici, c'est moi, enfin, c'est vous, c'est toi, c'est moi, voilà. Et en d'autres termes, c'est une histoire d'humain, donc on va essayer de se mettre en valeur, de montrer ce qu'on fait, ce qu'on est, on va agrandir un peu le champ et la petite fenêtre sur nous, en fait. Voilà. On a plusieurs façons de le faire et c'est de ça dont on va parler. Bon, parfait. Est-ce que tu peux nous dire peut-être pourquoi c'est important de prendre la parole quand on est juriste? Il y a plein de raisons. Déjà, la première, c'est que c'est le réflexe numéro 1 de tous les recruteurs. Moi, je pense qu'Audrey qui est là
me plussoie, voire bref, est totalement d'accord avec moi en tout cas. C'est effectivement, tous les Talent Acquisition Team font ça, on essaie de savoir à qui on s'adresse, qui on va recruter, quelle est cette personne qu'on va mettre dans ces équipes, qu'on va prendre on board avec nous. Et puis on le fait aussi parce que tout simplement, dès qu'on rencontre quelqu'un, enfin moi je le fais systématiquement et je pense que je ne le fais pas uniquement par curiosité, on va voir quelle est cette personne sur le net. C'est ce qu'on appelle l'e-reputation. C'est vraiment tout ce qu'on dit de nous, tout ce qu'on peut savoir d'à côté. Et en faisant ça, en prenant la parole dans les médias et sur les réseaux sociaux, on dessine une silhouette qui va au-delà du CV. On n'en est plus à ces moments où on était juste en train de se définir par une succession de fonctions, même si c'est sympa de dire on évolue chaque année, hein, ou tous les 2 ans plutôt. Mais vraiment, on va pouvoir dire d'autres choses. Il y a d'autres choses, c'est qu'en fait, on ouvre, on montre des choses de soi qui sont un peu différentes. Par exemple, on peut être un juriste dans une banque et être passionné de blockchain. Ça peut être passionnant, mais alors sauf qu'on ne fait pas du tout dans son boulot. Donc, sur ma fiche de poste, on ne voit pas du tout que je suis passionné de blockchain. Seulement, ça peut vraiment être très intéressant pour le service à côté qui travaille dessus, parce que je peux être hyper pertinent et tout d'un coup être utilisé pour ça. Alors, je parle beaucoup de mes mains, ça ne marche pas très bien avec les fonds en général, donc attention, je suis désolée. Entre les cheveux et les mains, j'essaie de rester, de limiter, de faire plus petite que je suis, c'est un peu difficile. Mais parfait, on va s'habituer. On peut être aussi une encyclopédie du sport. Enfin, moi, je dis ça parce que c'est un exemple que je trouve incroyable. On est toujours, je suis épatée par les gens qui connaissent tous les matchs, qui ont tous suivi depuis leurs 12 ans. Alors là, c'est pareil, on ne le met pas sur son CV, quoi. Et pourtant, c'est génial. On peut être addict aux médias. Être addict aux médias, en ce moment, c'est génial. Enfin, évidemment, dans mon métier, c'est super, mais on peut être addict aux médias et juriste. Et ça, quand est-ce qu'on en parle? En fait, pas trop. On peut en parler, effectivement, quand on prend la parole sur LinkedIn, dans les réseaux, dans des choses, dans cette petite fenêtre qu'on donne à voir de soi. Voilà. C'est un peu différent. Après, évidemment, dès qu'on est un leader juridique, on a 2 problématiques. Enfin, ça, c'est pareil, c'est Audrey qui en parlera mieux. Vous en parlerez aussi. C'est 1, attirer les talents, surtout que c'est une société en forte croissance. Et puis, 2, les conserver, en fait, les retenir, faire en sorte qu'ils soient contents et heureux de rester avec vous et de travailler avec vous et de monter au sommet de la montagne pour atteindre vos objectifs. Du coup, attirer les talents, c'est montrer son leadership, montrer comment on fonctionne au quotidien, ce qu'on fait, qu'on est actif dans son écosystème. Un autre, c'est aussi intéressant de montrer à ses pairs qu'on fait des choses, qu'on est sur le salon, qu'on va aux events et c'est intéressant quand on est aussi un talent de dire qu'est-ce qui fait mon boss, qu'est-ce qui fait mon futur boss, est-ce qu'il est intéressant et comment il traite aussi son équipe. Donc du coup là, on cultive en fait ce sentiment d'appartenance en partageant les réussites. On est classé, les classements. Alors, moi, j'ai été un petit peu incentivée par vous lors des préparations et à l'instant encore, on me l'a rappelé. Mais oui, c'est vrai, il y a des bonnes réussites, ne serait-ce qu'on va rappeler ce souvenir à toute personne qui écoute le LCS. Mais Pierre Landi, encore tout jeune, à l'époque directeur juridique MEA de Yahoo, a été classé parmi les 100 personnalités LGBTQ les plus importantes du business. Et c'est des choses dont on est super fier. Moi, je suis juste une amie, et ne serait-ce que le dire là, ça me rend super fière. J'ai un sentiment d'appartenance là. Voilà, j'appartiens au cercle. Du coup, il faut penser à ça, effectivement, quand on sert des réseaux. Après, dès qu'on parle de personal branding, on a ce biais, enfin, je ne sais pas, je pense que tout le monde l'a, enfin, vous l'avez certainement, enfin, en tout cas, moi, je suis la première à l'avoir et j'ai la littérature pour m'aider à contrer ça. On a toutes ces pensées limitantes, en fait, il y en a plein. Parler de moi, c'est difficile, qu'est-ce que je vais dire, ça ne va pas du tout être intéressant, ça n'intéresse personne, il y a d'autres gens qui le font beaucoup mieux, je vois pas, c'est hyper chronophage. Et en fait, alors il y en a plein, hein, il y en a vraiment des milliards, on peut en ajouter avec tous les complexes. Il y en a autant que de complexes qu'on a personnellement et autant d'autoflagellation qu'on peut se faire. Moi, j'en retiens 3 que je trouve importants. C'est oui, mais non, les personal branding, c'est que pour les leaders, les grands méga leaders. Quand on dirige une super boîte, quand on a une entreprise et qu'on vend des trucs tous les jours. Ou alors
quand on est un influenceur, bah oui, quand on est un influenceur, ok. Donc, certes, ces personnalités sont sur les réseaux, mais ils ont commencé à un moment donné, ils ont commencé tout petit, donc on commence tout petit en fait, et puis après on y va. Et puis aussi, l'autre truc, c'est le personal branding, c'est chronophage. Alors, honnêtement, quand même, ça peut le devenir, ça peut être chronophage. Mais alors, il faut savoir si on considère que s'occuper de soi et de sa carrière, on le met à côté de son job, ou si ça fait partie inhérente de son job, en fait. C'est un peu la question. J'en connais qui mettent dans leur KPI le fait de... J'en connais un très bien qui, là, je ne sais pas, vous le voyez, mais qui met dans ses KPI d'équipe, parfois, enfin, en tout cas, je le sais, parce que j'ai écouté ses chroniques, qui met dans ses KPI le fait de développer son réseau comme une partie intégrante de son job. Et bah oui, développer son réseau, ça fait partie intégrante de son job. Si on veut grandir et augmenter son leadership, c'est ça. Absolument. Moi, je mettais, alors pour que ça me donne comme site, je mettais dans les KPIs de mes direct reports qu'il fallait avoir fait au moins 2 rendez-vous avec des pairs de l'écosystème par mois pour voilà, étendre son réseau, aller voir ce que font les autres, connaître la concurrence, sortir de son cocon. Donc ça, c'est essentiellement, c'est important. Les pince-fesses, donc qu'on connaît tous, type les leaders awards, je ne sais pas quoi, Audrey, je connais les numéros, les trophées du droit, voilà, etc. Bon, ben voilà, c'est des endroits où il faut quand même aller, être vu, travailler, rencontrer ses pairs et être connu. Donc, je suis totalement d'accord avec toi. Le network fait partie du personal branding. C'est super important. Et puis, il y a aussi donc un autre biais. On parlait des pensées limitantes qui nous dit « Ah ben non, je ne vais pas faire du personal branding parce que… » Eh ben, parce que je n'ai pas le temps d'être sur tous les réseaux. Alors là, super important, les réseaux ont chacun leur registre. Et surtout, on ne va pas sur tous les réseaux. Enfin, les réseaux, je ne sais pas si vous vous rappelez, moi je trouvais ça très marrant. Je me suis beaucoup fait marrer cette publication. Alors, elle vient de Dolly Parton à l'origine. J'ai dû le rechercher quand même pour savoir si c'était Dolly Parton, mais c'était cette photo avec quatre images différentes de soi sur 4 réseaux. Donc, il y avait la photo de Facebook, c'est une photo de famille qu'on peut mettre sur la cheminée. La photo d'Instagram, j'ai fait un gâteau où je tricote un truc super bien et je le montre. La photo sur Tinder, une photo hyper sexy. Et puis donc, la photo sur LinkedIn, c'est le réseau qui va le plus nous intéresser quand on est juriste, la photo où je suis en costume cravate, parce que là, LinkedIn, c'est vraiment le réseau de l'autopromotion professionnelle. Et c'est-à-dire, c'est vraiment le réseau qui est dédié à ça. D'autres ont essayé, ça n'a pas marché. LinkedIn. On peut aller, il y a des juristes sur Instagram, mais sur Instagram, on raconte d'autres choses. Encore une fois, on montre plutôt son gâteau. Donc, son gâteau, quand on est juriste, ça peut être son livre blanc, mais alors il faut en faire souvent. Ces petites vidéos, donc on peut montrer, on peut parler, on peut se faire des petites vidéos et tout ça, où on raconte comment on travaille, on raconte son expertise et on présente ce qu'on fait. Et puis, mais il faut aussi penser, au fait que pour être bon sur Instagram, il faut varier les plaisirs, donc faire des publications, des reels, des stories, publier au moins 3 fois par jour, publier un petit peu tous les jours. Le week-end, oui, c'est pas pro, donc le week-end on travaille aussi. C'est toutes les choses à anticiper. Et du coup, anticiper aussi en termes de temps. Et du coup, là, on arrive à l'équation, ah oui, les réseaux sociaux et le personal branding, c'est chronophage. Ça peut l'être quand même un petit peu. Twitter, c'est dans le genre chronophage, c'est pire. Moi, je l'utilise énormément. Je suis très passive sur Twitter, je dois l'avouer. En revanche, ce que je fais intensivement, c'est suivre les KOL, les Key Opinion Leaders. Ça va être c'est un buzzword aussi. Quand on parle de personal branding, on parle d'e-réputation, de storytelling et de Key Opinion Leaders et d'opinion, en fait. Et du coup, on peut le faire, par exemple, aller un petit peu tous les matins sur Twitter, voir ce que disent mes pairs et tous les gens que j'admire dans mon job. C'est super intéressant déjà. Et en plus, ça peut me donner plein d'idées, de choses à partager, de news. Ils m'informent. Souvent, ils ont une responsable de com ou quelqu'un qui fait ça pour eux, ou un CM. Donc, ils sont hyper au fait. En revanche, le faire soi-même quand on n'a pas commencé et qu'on n'a pas d'audience, c'est même très chronophage. Voilà, sachant qu'il faut, pareil, publier beaucoup.
Thibaut, tu voulais me parler ou au moins m'interrompre. Estelle, du coup, justement, je pense qu'il y a un point important, c'est que tu parles vraiment de LinkedIn. Et là, Pierre nous a partagé cette formidable multi-image, du coup, en effet. Ah oui, c'est génial. Estelle, Je ne très peux parlant. ne pas la partager avec Oui, les t'as bien Mais fait. c'est très drôle. C'est exceptionnel. Donc voilà, pardon Audrey. Non, mais je t'en Mais prie. c'est très drôle. Moi, ça m'a fait beaucoup rire. Mais c'est en fait, super parlant en même temps. Hein. c'est ça, en fait. C'est juste qu'il y en a qui ont peur, et je sais qu'il y en a qui m'en parlent en entretien. Ils ont peur que ça se tourne en Facebook. Et alors, très honnêtement, pour voir certains profils, il y en a qui confondent un peu, très honnêtement. Donc, attention à ne pas confondre Facebook et attention quand même. Et ce que tu dis est vraiment très important, c'est parler de soi, mais à travers nos compétences, à travers des événements auxquels on va, ou à une passion. C'est-à-dire que moi, par exemple, si j'allais à un match de foot, ce qui est arrivé 3 fois dans ma vie, pour tout vous dire, je ne l'ai pas dit parce que les gens savent que ce n'est pas ma passion et je n'y connais vraiment rien. Donc, ça n'a pas de sens. Mais quelqu'un qui du coup, a une vraie passion, une vraie compétence dans le sujet et une vraie connaissance, là, ça fait sens. Et je pense que ça, c'est très important que ce que tu dis est celle là-dessus. Et on a le droit de le faire si c'est vraiment quelque chose de primordial pour soi et complémentaire. Et ça montre les soft skills aussi, évidemment, de la personne. Alors, en revanche, vas-y, Estelle. Non, mais ça me fait juste penser à quelque chose d'important, c'est que du coup, les gens comme Audrey, qui a l'air très sympa comme ça, elle va aller voir sur tous les autres réseaux, elle ne va pas aller voir que LinkedIn, hein, Audrey, elle va aller voir tous les autres réseaux, toute votre historique, toute votre vie. Du coup, c'est pas pour autant, c'est pas quand on met des choses super lisses et peaufinées sur LinkedIn qu'il faut se faire n'importe quoi, juste précisément sur Facebook et mettre tous ces matchs de foot un par un avec des photos. Voilà. On nettoie en fait sa fenêtre. Pardon, Pierre. Quand tu parles de nettoyer justement ton image, il faut penser que sur Facebook, la photo de profil, en fait, même si vous l'avez changé, même si vous n'êtes pas ami avec quelqu'un, quand vous cliquez sur la photo de profil, vous pouvez voir tout l'historique des photos de profil. Donc, en ce qui me concerne, allez sur mon profil Facebook parce que j'ai été parmi les cendres LGBT, vous verrez en drag queen, c'est pas un problème. Je l'assume pleinement, ça fait partie de mon personal branding. Mais bon, faites attention quand même à vos photos de profil que des recruteurs peuvent potentiellement voir parce que ça en fait partie. Nettoyer, ou si votre compte Instagram est en public, peut-être le remettre en privé pendant que vous cherchez un job. Enfin, voilà, il y a quand même des petites choses à faire qui sont une évidence, mais qu'il faut bien le rappeler sur la gestion des réseaux et des réseaux sociaux. C'est assez important. En fait, on offre c'est une fenêtre qu'on donne et qu'on a le choix entre soit laisser. Je trouve que l'analogie de la fenêtre était assez marrante. En fait, on ouvre une fenêtre sur son appartement, donc soit on vit sa vie, on passe devant comme ça et on passe, on ne fait pas trop attention, on sort de sa douche, on ne fait pas trop attention et tout ça. Soit on scénarise un peu ce qu'on donne à voir et on fait en sorte que ça soit utile, en l'occurrence pour notre carrière. Du coup, on en prend un petit peu soin, puis on prend soin de soi d'une façon générale. Après, moi, je voulais parler, je ne sais pas si vous êtes OK pour continuer, mais de ce qui est important avant de commencer le personal branding, surtout quand on est juriste, en fait, dans la communication, on n'est pas toujours très au fait de tout ce qui est juridique. Mais du coup, quand on est juriste, c'est important de savoir si on a le droit de parler de tout, en fait. Est-ce qu'on a le droit de parler, en fait? C'est la question numéro 1. Et comment je vais en parler? Est-ce que j'ai le droit de prendre la parole sur les réseaux? Est-ce que donc je vais vérifier? Je vais simplement poser la question. Je vais checker avec mon management. Et puis, je vais checker aussi avec ma responsable de com ou mon responsable de com parce que peut-être que c'est quelqu'un d'excellent qui, par exemple, pour une signature, a négocié une sortie sous embargo dans un média. Donc, même si moi, je sors de la réunion, c'est moi j'ai participé à la signature du deal, je me dis, c'est bon, j'ai le droit, c'est légal. Mais je peux dire que le bureau d'à côté à la communication ne va pas du tout être contente parce qu'elle a promis aux échos que ce sera les premiers à en parler, quoi. Donc, c'était sympa d'en parler à tes 3000 abonnés sur LinkedIn, mais ça ne va pas du tout. C'est important. La communication, d'une façon générale, c'est coordonné. Du coup, on se coordonne. Après, vont se poser les questions en fait sur soi. Et là, moi, je trouve ça passionnant. C'est qu'est-ce qui va être différenciant? Parce que je ne sais pas combien vous êtes, combien il y a de juristes en France, mais qu'est-ce qui différencie d'un juriste d'un autre? Tu sais, vous savez? Non, mais en tout cas, on est nombreux. À peu près 17 000. 17 000, énormément de juristes, quoi. Tu vois la data, quoi. Bravo. Alors, ce que j'aime bien, c'est moi, j'ai pris la précaution de demander. Alors, surtout, vous ne me posez pas de questions horribles. Et bien sûr, question 2, pardon, je suis désolée, vraiment autoflagellement. Donc,
en fait, les questions, c'est à se poser avant de prendre la parole, c'est quel est son positionnement? Parce que du coup, il y a 17 000 juristes en France. Comment je fais pour me différencier? Et qu'est-ce qui me différencie? Alors déjà, étant une personne profondément bienveillante et positive, on est tous uniques et c'est génial. Du coup, on a toujours un truc de plus ou de différent, surtout de plus ou de moins, mais en tout cas de différent de son voisin. Et c'est le moment de le mettre en avant. Mais est-ce que c'est pertinent avec le fait de booster ma carrière? Moi, je fais du chant lyrique très mal. Voilà, ça n'a aucun intérêt. Et tu sais que le positionnement, je voudrais revenir sur ce que tu dis sur le positionnement, c'est vraiment une question qu'on s'est posée avec Thibaut et Audrey lorsqu'on a lancé le Golden Sandwich. Et par exemple, vous voyez, on est détendu, on fait des blagues, on plaisante et on rigole, mais c'était voulu. C'est-à-dire qu'on a dit, il n'existe pas aujourd'hui, qu'est-ce qui nous rendrait unique de faire cette émission? Eh bien, c'est de la faire à la cool, de manière détendue, parce que nous, on sait que les juristes sont des gens très fun et très sympas et très rigolos et très loin de l'image qu'on veut leur coller. Et donc, on s'est dit, on va faire une image qui nous ressemble et on va arrêter ces webcasts, ces webinaires, ces trucs très voilà, collés-montés, j'ai envie de dire, et on va rentrer dans ce que l'on pense vraiment aussi pour nous, que sont les juristes. C'est des gens fort sympathiques, très drôles, et on peut aborder des sujets très sérieux de manière détendue. Et ça correspond exactement à ce que tu viens de nous dire, Estelle, sur voilà, cette approche de trouver ce qui nous rend unique. Je pense que c'est très important, en effet. Estelle, tu penses que souvent, en fait, la question qui arrive, c'est de quoi je vais parler. Ouais. Ce qui est un peu la difficulté, quoi. Attaquer le contenu sur LinkedIn, moi, je l'ai fait au début, c'est très dur. Quel conseil tu donnerais aux juristes pour ça? En fait, on a déjà quand on... Bref, ce que je conseille pour optimiser sa prise de parole, c'est de créer ce que j'appelle moi une fabrique de l'information. Je vais informer, donc je vais créer une information. Comment je fais? Je vais puiser de l'information. Si je démarre, normalement, je n'ai pas une audience folle. Du coup, je vais interagir. Les réseaux sociaux, ils sont là pour... il y a le mot social dans le réseau social. Du coup, je vais interagir avec mes pairs. Je vais liker, commenter. On commente, en fait. On est présent pas seulement... Moi, je like beaucoup, mais on peut commenter. Quand on peut repartager des informations des gens qu'on suit, qu'on aime bien, en fait, qu'on trouve intéressant. Bien sûr, l'idée, c'est que ça fasse sens. Hein. On s'est posé la question de ces valeurs, de ce qu'on veut démontrer, de ce qu'on veut mettre en avant. Donc oui, on peut liker le type on peut liker le type qui parle de foot, mais si c'est pas son cœur de métier, si ça fait pas avancer sa carrière, on va peut-être pas repartager non plus, quoi. En revanche, on peut repartager l'information, la dernière information sur la blockchain parce qu'on a envie de mettre ça en avant. Et là, c'est pertinent. Et puis en plus, on peut amener, on commente avec son expertise éclairée. Ce qu'on peut faire aussi, c'est bien sûr, on en a déjà parlé, partager toutes ses réussites, partager toutes ses actions. On montre son action, on montre son expertise, mais aussi son action. Et puis un conseil, c'est aussi quelque chose que j'adore faire, que je trouve passionnant, mais après c'est mon métier, hein, c'est le métier que j'ai choisi, mais concrètement, c'est d'aller effectivement et de s'abonner tout simplement aux médias, lire les Échos, la Tribune. Alors, les Échos, l'abonnement coûte 18 € par mois en digital, je fais de la pub, j'espère qu'ils me l'offriront, non mais c'est bon, je l'ai déjà. La Tribune, c'est 9 €. On s'inscrit au village de la justice, on s'inscrit à Décideurs, on lit, on s'intéresse en fait. Et du coup, on est un petit peu, on finit par être un petit peu en amont de phase sur les informations. Et là, on est pertinent parce que l'idée, c'est qu'on veut toujours se différencier. Pierre, tu veux dire quelque chose? Je te vois bouger. Non? Non, pas du tout, pas du tout. Pardon. Et en fait, on fabrique cette information. Un autre conseil qui est majeur surtout, c'est bien sûr, on veut organiser sa prise de parole. Ça, c'est super important. Enfin, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait ce qu'on fait quand on construit une stratégie, on fait ça. Mais du coup, on se l'approprie pour son personal branding, on anticipe. On se fait son agenda de prise de parole. Ça s'appelle un agenda d'opinion, en fait. On planifie en fait sur 3 mois, 6 mois, 1 an si on peut,
tous les événements. Les événements de ma boîte, ma société. Je sais, je vais faire du recrutement dans 6 mois. Je peux l'anticiper. J'ai préparé les choses. Je sais que j'ai une signature à venir. On est en train de finaliser le deal. On va en parler. Je peux l'anticiper. Je sais qu'il y a Vivatech en juin. Je ne sais pas si cette année, il y a Vivatech en juin d'ailleurs. Le salon du e-commerce en septembre. Du coup, voilà. Et je sais aussi que dans la vraie vie, entre guillemets, il se passe aussi des choses. Donc, je m'occupe de je planifie mon activité, celle de ma société, l'activité de mon écosystème et l'activité de la vraie vie, ce qu'on appelle les marronniers, en fait. Alors, le prochain marronnier, bien sûr, c'est la nouvelle année. La nouvelle année, moment, Audrey, j'imagine, peut nous le dire, la nouvelle année, c'est le moment clé pour reparler à tous ces réseaux. On envoie des emails, toujours personnalisés, on prend des nouvelles, on en donne, où j'en suis, où t'en es, on en profite. C'est un moment qui est fait pour ça. Enfin, c'est vraiment la fête du réseau social et du email. Profitez-en. Et du coup, ça s'anticipe parce que sinon, on se retrouve entre Noël et jour de l'an à faire, on fait tout ça, à faire mince, qu'est-ce que je vais leur dire, qu'est-ce que je vais leur dire de sympa cette année. Et puis, c'est comme les cartes qu'on fait la semaine. Aux États-Unis ou des collègues que vous aimez bien, aujourd'hui, on leur souhaite Thanksgiving. On n'oublie pas. C'est vrai, c'est vrai. Donc aujourd'hui, voilà du personal branding. Il ne faut pas oublier de le faire. Parce qu'en fait, on est très bon parce que, comme Pierre, on a déjà dans son agenda de prise de parole la date de Thanksgiving en amont. C'est comme la fête des mères, c'est important. La fête des mères, à titre personnel, la fête des mères aux États-Unis, elle a lieu 15 jours avant la fête des mères en France. C'est pas mal, c'est un bon reminder, c'est un bon moyen de s'en rappeler. Important. Estelle, c'est tout. C'est la fabrique d'informations, en fait, je ne sais pas. J'ai une question à te poser parce que là, tu nous parles beaucoup de repartage et d'utiliser aussi les contenus en fait, qui existent déjà, ce qui, en effet, je trouve c'est un super conseil parce que c'est plus facile de commencer comme ça déjà à repartager, ça prend un petit peu moins de temps. Et pour ceux qui veulent vraiment oser de créer leur propre contenu, est-ce que tu as des conseils à leur donner ? Oui, alors moi j'adore Canva. En fait, il y a un truc, c'est une étude d'Adobe. Alors je vais regarder parce que je ne me rappelle plus des données exactes, mais en gros, un texte associé à une image susciterait plus 650% d'engagement que les textes seuls. C'est énorme. Du coup, ça vaut le coup de se donner un petit peu de mal et de mettre une image à chaque fois qu'on poste quelque chose. Et puis surtout, les images sont en moyenne 4 fois plus souvent gardés en mémoire que les textes seuls. On se donne du mal. Du coup, on crée du contenu. En fait, il y a plusieurs règles. Je pense qu'il y a 5 points à retenir sur la création de contenu et de la façon sur les réseaux sociaux. C'est on crée du contenu au top, du contenu attractif, qualité, de haute valeur ajoutée et tant qu'à faire varié. 2, on crée de l'engagement, super important, parce qu'on interagit. Donc, interagir, ça veut dire ce qu'on appelle, nous, en communication, on met des call to action. Là, c'était facile. On invitait notre communauté à aller, par exemple, écouter ce qu'on est en train de faire maintenant. Donc, c'était inscrivez-vous ici. Mais ça peut être aussi, on peut interpeller. Qu'est-ce que vous pensez d'eux ? Et vous, qu'est-ce que vous avez fait ? À l'aide, j'ai besoin de... ça peut être tout simple. Ça peut être, je partage un article et puis j'envoie le lien. Cliquez ici pour le lire, à suivre. Là, on interagit. En fait, on propose un truc, on a une proposition, en fait, et voilà. Et on crée l'engagement. L'engagement, c'est la mesure de la réussite de nos publications. C'est ce qu'on va, c'est ce qui nous permet de mesurer en fait, toutes les réactions en fait réelles. C'est pas simplement les vues parce qu'il y a plein de gens qui voient en fait et il y a plein de gens qui voient plusieurs fois. Ça s'appelle les impressions, c'est encore autre chose. Mais du coup, c'est les interactions. Et ce qu'on veut, c'est interagir. En fait, on veut reproduire un peu aussi la relation qu'on aurait dans un café ou là, par exemple, quand Thibaut tousse et que je le vois tousser et s'étouffer derrière son micro. Ça va, Thibaut? Voilà. Donc ça, c'est assez important. Puis en plus, effectivement, on peut recycler les contenus, l'engagement. Ensuite, on publie au bon moment. Alors, il y a des bons moments. J'ai une collègue, Sarah Bonaka, et une autre, Wissam Herbert, je voulais les citer, parce qu'elles sont super marrantes. Et à chaque fois, j'ai un doute. Mais combien tu postes ? Combien machin ? Quelle heure ? Et tout ça. Un truc mémotechnique qui m'a donné Sarah, c'est
c'est facile, tu postes aux heures de pointe. Alors, il faut penser heures de pointe. On est sur LinkedIn, c'est un média professionnel. Qu'est-ce que je fais pendant les heures de pointe? Je suis sur mon téléphone, en fait, comme tout le monde. Je ne parle pas aux autres puisque je suis dans le métro et je suis voilà, dans mon truc. Et je suis sur mon monde virtuel, sur mon téléphone. Et c'est le bon moment. Donc, les heures de pointe, ça dépend des gens, ça dépend des secteurs. Donc là, on n'a pas de préjugés. Ça peut être 7 heures pour certains, 8 heures, 9 heures selon d'autres personnes. Ça peut être 18 heures, 19 heures. On peut tenter les pauses. Alors, il y a aussi la pause du midi, 13 heures, c'est pas mal. On peut tenter les pauses dans la journée, mais là, c'est vraiment très hasardeux. À mon sens, c'est très hasardeux de tenter le moment au milieu de la journée. On est sur un réseau professionnel, encore une fois. Sur LinkedIn, j'ai pas du tout, sur Instagram, j'ai pas du tout la même problématique. Sur Instagram, on est dans la réalisation, on est sur quelque chose de plus fun, on n'est pas dans le pro, on peut publier, pourquoi pas l'après-midi à 16h, c'est pas mal, 14-16h. Si Estelle, si tu cherches un job, Estelle, si tu cherches un job, tu postes à quelle heure concrètement? Moi, je cherche un job, je fais le matin, en fait. Le matin, tu as plus de chances d'être vu. Si en plus, tu as des bons copains que tu vas appeler en disant, tu envoies des… Le matin, c'est pas mal. Tu fais le matin 8h30, pas mal. Les RH, ça, c'est tous les préjugés. Les RH se lèvent beaucoup plus tôt que les gens de la communication, voire que les juristes. Tu fais 8h, 8h30. Ils sont souvent dans les transports en commun. C'est donc les préjugés, mais c'est pas faux. En plus, si tu as des interactions, ta publication va être vue et tu pourras avoir d'autres vues le midi, en fait, à toute la journée pour que ça défile. Après, le lendemain, ça sera un petit peu obsolète, ton information, mais du coup, c'est pas mal. Moi, le matin, c'est bien. En revanche, il y a aussi des jours. Il y a des jours en communication qui, historiquement, sont bons et d'autres qui sont beaucoup moins bons. Les jours et le moment, d'ailleurs, c'est le lundi matin. C'est pas très bon. En fait, le lundi matin, c'est le record de mails dans sa boîte mail. C'est le moment où on a le plus de mails. On a tous les mails du week-end, plus tous les mails du lundi, de tous les gens qui veulent nous dire des choses super importantes sur notre cœur d'activité. Et on a souvent en plus des réunions. Donc, en plus, même pas le temps trop de les traiter. Du coup, on fait attention. Si on a quelque chose à dire d'important comme parler de soi, alors soit éventuellement le lundi, milieu d'après-midi, mais c'est un peu, on dit que c'était pas génial, donc moi j'évite le lundi. Sinon, c'est mardi et jeudi. Le mercredi, c'est jour des enfants, des familles, on n'est pas forcément là. Puis je vais pas vous expliquer pourquoi le vendredi après-midi on le fait pas. Bien sûr, sans name names, voilà. Vendredi après-midi, bon, on essaie de ne pas faire des informations cruciales. Alors évidemment, nous, dans la communication, il m'est déjà arrivé d'envoyer même de diffuser des communiqués à 20h30 après le président de la République, mais ça, c'est de sa faute à lui, c'est pas de notre faute à nous. C'est ce qu'il faut retenir. Et puis aussi, alors super important, je tourne ma page, c'est super important, je ne voulais pas oublier ça, on interagit, on est réactif en fait. Si on poste quelque chose, on ne part pas faire son sport pendant 5 heures, je ne sais pas qui fait du sport pendant 5 heures, mais on ne part pas… on ne fait pas juste avant une réunion parce que sinon on n'est pas assez, on n'est certainement pas assez réactif. En fait, il faut pouvoir répondre, être là, et puis aussi faire attention à ses réponses. Alors, les réseaux sociaux, c'est pas toujours le monde des bisounours, on n'est pas toujours dans un monde de la bienveillance. Tout le monde n'a pas cette bienveillance innée. Donc, quand on prend la parole, quand on s'expose, que ce soit à travers des tribunes, dans des publications ou dès qu'on prend la parole, dès qu'on s'expose, il faut aussi être prêt à être critiqué. Et en fait, c'est notre réponse, notre façon de répondre aux critiques va aussi en dire beaucoup, beaucoup, beaucoup sur qui on est, sur nos valeurs, ce qu'on défend. Si on parle de bienveillance, et tout d'un coup, on répond, on insulte quelqu'un dans les commentaires, mauvais caractère, bienveillant, mais peut-être, mais très mauvais caractère. C'est super important. Une façon de gérer, je ne sais pas si vous posez la question, mais quand on a un commentaire négatif, moi, ce que je recommande, alors manifestement bienveillance, parce que je le dis beaucoup, beaucoup, mais aussi humour. C'est une bonne façon de désamorcer en fait toute négativité. Certains disent fermeté, donc on peut le voir on peut être ferme, mais après, en fait, et d'ailleurs, on peut aussi être vindicatif, mais c'est du coup
c'est une volonté, il faut l'assumer, il faut le revendiquer en fait. On revendique cette stratégie, je suis comme ça et je vais répondre. Voilà, c'est volontaire en fait. Toute prise de position et toute prise de parole est volontaire. Donc du coup, on va te couper, Estelle, parce que sinon tu vas répondre à toutes les questions avant. Pardon. Ah mince, il y avait cette question. Et donc il y a plein de questions et je crois que Thibaut, tu voulais nous lancer. C'est ça, on va revenir. On a plein de questions, donc c'est hyper intéressant. Ouais. Merci Estelle, c'est super complet. On va passer aux chroniques d'Audrey et Pierre, et puis après on revient aux questions, et là on aura le temps de tout détailler. Ça marche? C'est parti, jingle Audrey. C'est jingle. Merci Pierre. Comme on a beaucoup parlé de LinkedIn avec Estelle, j'avais envie aujourd'hui de faire un focus sur ce point. Comment est-ce qu'on recherche en fait sur LinkedIn? Parce que mon travail en tant que chasseuse de tête, c'est de passer des heures et des heures et des heures, voire des journées entières, voire des soirées du coup sur LinkedIn. J'adore ça. Du coup, donc c'est pour ça que c'est intéressant pour vous, juristes, qui êtes peut-être à la recherche d'un nouveau projet, c'est de connaître un peu l'envers du décor. Donc comme Estelle, tu nous l'as dit, il est important d'être présent sur les réseaux sociaux, d'être visible pour qu'on puisse vous trouver. Parce que concrètement, moi, quand j'ai un mandat en fait, de la part d'un client, comment je fais pour retrouver des candidats? Alors, pour rappel, je vais forcément rappeler les gens que je connais déjà, que j'ai rencontrés, que mes super collaborateurs de Fait Légal ont rencontrés, parce qu'on est plus forts tous ensemble, c'est évident. Il y a les retours annonces aussi, parce qu'on met des annonces, on communique là-dessus. Et sincèrement, ça apporte quand même aussi des profils que je ne connais pas. Je ne prétends pas connaître les 17 000 juristes en France. Mais bon, en petite parenthèse, les retours annonces sont déplorables. Et donc, s'il vous plaît, postulez vraiment quand vous correspondez. C'est un petit message que je me permets de transmettre aujourd'hui. Il faut savoir aussi que décortiquer des organigrammes d'entreprise, on peut parfois le faire quand ce sont des profils très particuliers qu'on cherche. Mais très honnêtement, monter des scénarios pour essayer de passer le barrage assistante, mentir, se faire passer par la femme du dirigeant, etc. On le faisait peut-être enfin, moi, je l'ai fait au tout début, mais aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit la manière la plus efficace de contacter des gens. On envoie tout simplement un mail, ça se retrouve un mail ou LinkedIn, justement. C'est une manière de pouvoir être contacté directement et plus facilement. Voilà, on est quand même en 2021, c'est quand même plus facile aujourd'hui. Point important aussi que je voulais vous dire, c'est que sur LinkedIn, quand on est juriste, quand on est déjà tout simplement sur LinkedIn, j'en ai qui me disent « Oui, mais moi, j'ose pas trop aller sur LinkedIn parce que ça veut dire que je suis à l'écoute du marché. » Non, pas du tout. Il y a beaucoup de gens en fait, qui sont à l'écoute du marché, qui ne sont pas sur LinkedIn et vice-versa. Donc voilà, ça veut pas du tout dire « Oui, je veux partir à tout prix de ma société. » Ça veut juste dire « J'existe en tant que juriste. » Je parle des juristes parce qu'on est tous ensemble aujourd'hui. Voilà, mais vous pouvez être contacté par un pair qui veut échanger avec vous sur une problématique particulière. Vous pouvez être contacté, être en contact avec d'anciens collaborateurs. Et oui, vous pouvez être contacté par un chasseur de tête ou par un employeur directement. Et concrètement nous, chasseurs de tête, quand on fait une recherche sur LinkedIn ou sur LinkedIn Recruteur, c'est important d'avoir ça en tête, c'est que nous, on a un logiciel très particulier qui est une plateforme payante en fait pour recruteurs. Ça marche par mots-clés. Ça s'appelle une recherche booléenne. C'est un mot un peu barbare si vous ne connaissez pas. Je sens que Pierre, tu as appris un nouveau mot. D'ailleurs, j'ai mis le lien que Pierre du coup, va vous mettre du coup. En fait, c'est un système en fait, de recherche par mots-clés. Ça paraît beaucoup plus compliqué que ça n'y paraît. Et en fait, typiquement, hier, moi, j'ai fait ma petite recherche avec avocat, social, rémunération, Lille, parce que oui, je recherche un profil d'expert pour une entreprise en droit social et rémunération des dirigeants à Lille. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, contactez-moi. Du coup, typiquement, voilà, ça, c'est une recherche très particulière, sauf que si vous mettez juste juriste ou avocat sans expliquer ce que vous faites, ça ne sert à rien parce que vous allez être soit pas contacté du tout, ça arrive aussi, soit contacté pour des postes qui n'ont rien à voir et avec ce que vous faites, et aussi être contacté, ne pas être contacté pour les bons jobs, en fait, tout simplement. Donc, c'est important de préciser, en fait, pour chaque expérience, ce que vous faites ou avez fait. Donc, pensez vraiment à ces mots-clés, à l'algorithme LinkedIn, pour le coup, à nous, chasseurs, derrière notre ordinateur, en train de vous chercher. Donc voilà. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est de mettre, en fait, les compétences en bas de profil. Vous avez la possibilité de mettre ça, et ça, j'en avais déjà parlé, mais c'est vraiment important de le faire. Donc, si vous êtes juriste contrat, par exemple, précisez, en fait, mettez pas juste juriste contrat, ça j'en parlerai dans une prochaine chronique pour tout vous dire, mais en fait, mettez pas juste droit commercial, mettez contrat de distribution, droit commercial, franchise, pour que ce soit précis, pour qu'on puisse vous retrouver et que l'algorithme LinkedIn vous trouve. Et en plus de ça, les gens peuvent mettre des plus et vous rajouter, donc quand vous avez plusieurs dizaines de plus sur une compétence, c'est quand même très sympa.
Maintenant que tout ça, c'est bien du coup défini sur votre profil LinkedIn, que vous faites aussi votre personal branding, comme vous l'a conseillé Estelle, comment est-ce que vous recherchez sur LinkedIn un emploi? Ça, c'est un petit focus aussi là-dessus. Il ne faut pas juste se dire, bon, bah voilà, j'ai un super profil, on va venir me chercher, j'attends. Parce que non, la vraie vie, c'est pas ça. Il faut aussi être actif. Donc, actif dans ces partages d'informations, de contenus, etc. Parce que bah, on pensera plus facilement à vous si on vous voit, en fait, être actif sur Internet, hein, sur LinkedIn précisément. Mais aussi, abonnez-vous aux alertes de LinkedIn Job. Il y en a plein tous les jours, pour le coup. Et là, pareil, Pierre vous met normalement le lien de LinkedIn Job où c'est absolument formidable. Évidemment, il y a les offres faites légales, mais il n'y a pas que faites légales dans la vie. Il y a aussi d'autres offres formidables, du coup, que vous trouvez sur LinkedIn Job. Suivez aussi les sociétés qui vous intéressent parce que si vous rêvez d'aller travailler chez Total, bah, suivez Total, ses idents sur LinkedIn ou pour d'autres sociétés, évidemment. Et puis, contactez directement, demandez en contact voilà, les directeurs juridiques et fiscaux, les chasseurs de tête. C'est un bon moyen de tout simplement avoir une première prise de contact sur LinkedIn, c'est quand même plus facile. Donc, en conclusion, utilisez LinkedIn comme un véritable outil marketing. Ça, je pense que Estelle vous l'a vraiment dit pendant cet échange-là. Soignez votre page LinkedIn aussi sur la point de vue compétences et pensez mots-clés pour vous rendre visible et rendre visible votre profil à ceux qui pourraient être intéressés. Et comme j'aime bien finir par une citation, j'ai fait une petite recherche. Donc, comme le dit Stéphane Terry, pour le talent, la visibilité est la plus belle des compagnes. Donc, il ne suffit pas simplement d'être compétent, il faut aussi le rendre visible à ceux qui pourraient être intéressés par votre profil. Donc, soyez bon et communiquez sur vos compétences. Merci et à toi, Pierre. Merci Audrey, c'est parti. Eh bien, moi, toujours, je parle de leadership. Les choses ne changent pas. Pour ceux qui, en effet, nous rejoignent dans Club Sandwich, Audrey parle du recrutement de manière très générale et moi, des petits trucs en leadership. Et on couvre beaucoup de sujets. Si vous nous découvrez aujourd'hui, n'hésitez pas à retourner voir. On vous remettra le lien où vous pouvez nous trouver en podcast, ainsi que de notre site internet où il y a tous les replays vidéo des, je ne sais plus, 32 émissions. Je ne sais pas combien on est en tout cas. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment recruter et garder une équipe. Parce qu'on dit souvent eh bien, que ce sont les membres de l'équipe qui vont faire l'équipe, que l'équipe va être performante ou non selon les membres de l'équipe. Moi, je vais vous dire, pour être tout à fait exact, il faut que ce soit les bonnes personnes dans votre équipe et qui va faire que celle-ci va être performante ou non. Alors, on va passer quelques minutes sur la question du recrutement aujourd'hui et du point de vue, bien évidemment, de la société. Pas du point de vue recruteur, chasseur de tête, et puis surtout de ce qu'il faut faire après pour garder cette super équipe. Donc, pour recruter les meilleurs talents, eh bien, il faut avoir une politique claire dans votre tête et puis savoir un petit peu où vous allez. Et une fois que vous réussissez ça, ça donne des succès assez dingues parce que chez Yahoo, j'étais en charge de la région IMIA et j'ai envie de vous dire que la moyenne pour ces juristes, ça a été de rester 10 ans, entre 10 et 11 ans avec moi. Et donc, je pense que franchement, on avait réussi à créer quelque chose d'assez exceptionnel là-bas. Alors, tout d'abord, quelques conseils, ce n'est pas toujours une question d'argent. La plupart des juristes d'entreprise savent que lorsqu'ils vont bouger, ils vont gagner plus d'argent, hein, et c'est normal, notamment s'ils retournent dans le cabinet d'avocats. Mais ce que je pense aussi, c'est que beaucoup de juristes et d'avocats, s'ils choisissent d'aller vers l'entreprise, c'est qu'ils cherchent autre chose aussi, et ils savent très bien qu'ils ne vont pas avoir la même rémunération. Et donc, c'est souvent participer à un projet business, faire partie d'une aventure, développer leur carrière, des horaires peut-être plus humains, etc. Donc, n'oubliez jamais d'aborder tous ces sujets qui viennent dans le package global que vous offrez. Ensuite, faites des descriptifs clairs et qui ne survendent pas le poste ou, au contraire, de le sous-vendent. Donc, ne laissez pas la RH faire le job description à votre place. Merci à nos amis RH, on les adore. Mais quand même, relisez la job description, mettez votre grain de sel dedans et voilà, et mettez bien les critères importants que le candidat devrait avoir pour bénéficier du poste. Passez du temps sur la personnalité que vous recherchez. Est-ce que c'est quelqu'un de dynamique qui doit prendre la parole, qui doit parler un certain nombre de langues? Et enfin, insistez sur ce que votre département juridique, si vous êtes en entreprise, apporte d'exceptionnel. Est-ce qu'on est en full remote? On peut travailler de Saint-Jean-de-Luz et pour autant avoir la même rémunération qu'à Paris. Il y aura de nombreux voyages dans le monde, aux États-Unis, il y aura des conférences tous les ans. Voilà, tout ce qui peut un petit peu faire que vous allez attirer vos candidats. Lorsqu'un poste est ouvert, recrutez rapidement. Alors, bien évidemment, d'une part, parce que vous risquez de perdre le poste en interne, donc autant de faire ce peu, dépêchez-vous.
Utilisez autant que possible un cabinet de recrutement et un bon, hein, notamment on regarde mon ami Audrey de chez Fed Legal. Mais en tout cas, si quelqu'un de votre équipe, par exemple, ramène un candidat, envisagez aussi les bonus en interne. Parce que parfois, si voilà, quelqu'un vous ramène un super candidat, mais un petit bonus, un spot bonus pour remercier d'avoir fait venir quelqu'un d'excellence, il faut y penser. Dès que la personne arrive, vous lui expliquez les règles du département, mais aussi vos règles. J'en ai déjà parlé, ou je crois que je vais en reparler, je ne sais plus trop, mais en tout cas, vous lui écrivez votre leadership style. J'en parle systématiquement. Qu'est-ce que vous ferez pour lui? Vous ne ferez pas pour lui, les choses à faire avec lui, les choses à ne pas faire avec lui. Comme ça, il a le mode d'emploi de comment vous fonctionnez. Dès qu'il arrive, on gagne un temps fou. Alors, évitez d'engager des gens constamment ou vraiment viscéralement négatifs. Hein, ça, il y en a. Essayez de les sentir. J'en ai parlé dans une précédente émission. Audrey va vous mettre le lien. Mais voilà, imposer des questions de comportement pendant le recrutement pour savoir un petit peu avec qui vous avez affaire. Par exemple, on vous donne 5 tâches à faire pour 18 heures. Il est matériellement, physiquement impossible de faire les 5 tâches d'ici 18 heures. Comment faites-vous? Voilà. Et là, la personne, on n'est plus dans le speech appris par cœur. Ce sont véritablement des questions de comportement et vous allez voir comment la personne réagit. Créer une atmosphère au top, parce que maintenant vous avez cette équipe, vous l'avez recrutée, mais comment est-ce qu'on la garde? Eh bien, vous exprimez votre leadership style, vous donnez aussi la possibilité aux membres de votre équipe en retour de donner leur working style, comment eux, ils aiment travailler, et vous faites tout pour que le nouveau s'intègre rapidement. Déjeuner d'équipe, le mettre en renfort sur un gros dossier, organiser des one-on-one avec soit des membres de l'équipe ou des membres du comité de direction, si ça vaut le coup. Voilà. Choisissez des membres de votre équipe, quand vous les recrutez, qui partagent les mêmes valeurs que vous et sont aussi diverses que possible. Alors, des hommes, des femmes, des anciens juristes, des anciens avocats, des juniors, des seniors, des LGBTQ+, etc., des personnes à fort potentiel, des hypos, que vous sentez, ils sont à ça de grimper la marche qui va en faire vraiment les faire grimper. Il faut sentir ce genre de choses aussi. J'ai parlé de descriptif de poste, il ne faut pas vous enfermer dans un descriptif de poste. Il faut que ce soit précis pour attirer les bons candidats, mais après, il faut garder l'esprit ouvert. Une tête bien faite va peut-être faire parfaitement l'affaire dans un job parce que c'est un high potential. Pensez à l'évolution de carrière de chacune de vos équipes. Les membres, au bout d'un moment, ils vont se poser des questions. Qu'est-ce que je fais après? Eh bien, un bon truc, c'est de travailler sur ce que j'appelle des attorney leveling guidelines. Donc, vos guidelines en interne qui sont transparentes sur quelle va être la carrière du juriste lorsqu'il va être dans votre équipe. Et là, on peut mettre en place des tas de niveaux, junior paralegal, junior legal counsel, legal director, senior legal director, etc. Et on met en face les critères tant techniques que les soft skills qu'on doit atteindre pour avoir la possibilité de souhaiter être promu à ce niveau. Donc, pensez un petit peu à ça, ça donne une perspective aux juristes dans votre équipe. Pensez à offrir des formations en l'absence de possibilité d'augmentation. Parfois, on n'a pas le budget, mais on a un petit budget pour envoyer en formation de prise de parole en public, les dialogues sauvages. De nouveau, épisode numéro 2 de Legal Club Sandwich, des formations de média training, Estelle. Voilà, on les envoie en formation pour développer des skills qu'ils ont chez eux et qui, même s'ils n'ont pas une rémunération, ils vont se dire qu'ils apprennent énormément dans le poste. Évidemment, des formations techniques, juridiques, j'ai oublié d'en parler. Je vois l'heure, je me dépêche, je l'ai presque fini. Envisagez des initiatives, c'est la taille de votre département juridique le permet, pour continuer à garder tout le monde motivé. Par exemple, un programme de mentoring interne où des membres de l'équipe vont superviser un autre, ou des échanges. Votre juriste japonais va venir travailler un mois à Paris et le juriste parisien va aller un mois au Japon. Pensez à toujours avoir un plan de succession en tête, on y reviendra un jour, mais voilà, pensez déjà quand vous partirez. Et lorsque la question de la rémunération va quand même tomber sur la table malgré tout ce que vous avez fait, dont je viens de parler, eh bien, souvenez-vous que selon la taille de votre société, il y a plein de choses que vous pouvez mettre en œuvre. Il y a plein de choses sur lesquelles on peut jouer pour la rémunération. Il y a le salaire de base, bien sûr, mais il y a l'equity, les actions, les BSPCE, les stock options, les actions gratuites. Il y a les bonus ponctuels, ou parfois ce qu'on appelle les spot bonus, qui vous permettent de revaloriser là, tout de suite un travail fait, ou justement mettre en place un plan de bonus alors qu'il n'existait pas. Voilà. Pensez systématiquement à pousser vos RH qui ont souvent quelqu'un qui s'appelle Comp and Benefits, Compensation and Benefits. Et les juristes ne connaissent pas trop cette fonction. La fonction de Compensation and Benefits, c'est de s'assurer que les équipes sont bien rémunérées par rapport au marché. Et là, trop souvent, on ne pense pas à aller demander à Comps and Ben
dans les grosses sociétés, eh bien, de faire une étude sur l'équipe juridique. Et je peux vous assurer qu'on a parfois des surprises très intéressantes lorsqu'on prend le temps de faire ce travail, de vérifier que l'équipe est au bon niveau. Voilà, je finis en vous disant, n'oubliez pas les petites choses pour vous assurer que les membres de votre équipe hésiteront avant de vous quitter. Fêtez les anniversaires, faites des déjeuners d'équipe, les séminaires dans la région globaux. Quelqu'un est très malade, peut lui livrer des fleurs ou des chocolats. Les croissants le matin, une réunion d'équipe. Toutes ces petites choses qui font qu'ils se disent, on est dans une équipe exceptionnelle. Et franchement, avant de bouger, je vais peut-être hésiter. Voilà mes petits conseils. J'en ai dit beaucoup aujourd'hui. J'ai parlé très vite. J'espère que vous avez retenu tout ça. Sinon, vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur LinkedIn et je vous redirai tout ça. Voilà, j'ai fini. Thibaut, on passe aux questions. Yes, merci à tous les deux. Super chronique comme d'habitude. On va essayer d'adresser les questions parce qu'il y a plein de questions aujourd'hui. Estelle, tu as déchaîné les passions. La première, c'est à quel moment doit-on commencer à prendre soin de notre personal branding? Ça, c'est Fatima. Salut Fatima qui nous a posé cette question. Bonjour Fatima. Est-ce qu'il y a un moment en particulier? Voilà, là, c'est le moment où je dois commencer. C'est soi, en fait. Alors, si on recherche du boulot, évidemment, c'est tout de suite. Et moi, je dirais dès tout petit. C'est un peu comme tout, c'est comme les réseaux. Si on est à l'école, on est étudiant, et on est en train de finir, on est en train de devenir juriste, c'est maintenant. C'est comme on dit, c'est pas now or never, c'est whenever, tout de suite. Et puis, on peut commencer tout doucement. On n'est pas obligé de se lancer dans comme je disais tout à l'heure, dans des grandes animations tout de suite, parce qu'on n'a pas le temps. Voilà. J'essaie de faire court, je me dis, j'ai cru comprendre qu'il y avait une petite pression sur le temps. On est pressé. C'est un format. Tout le monde veut déjeuner, voilà. Voilà, donc on est pris par le temps, malheureusement. Mais si vous avez d'autres questions, vous irez contacter Estelle et puis elle y répondra avec plaisir, j'en suis sûr. On va vous mettre son lien LinkedIn juste maintenant. Deuxième question. Alors, deuxième question, donc ça c'est une question de Armel. Qui nous demande s'il y a des outils. Donc, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, notamment avec Canva pour les images, etc. Est-ce que toi, tu utilises des outils un peu pour t'organiser? Je ne sais pas, tu parlais du calendrier. Alors oui, il y a des outils qui existent, c'est plutôt des outils professionnels en fait de CM qui ont plusieurs comptes à gérer. En fait, il y a un truc tout simple, c'est simplement le tableau. Alors les CM font et on a tendance à faire des plannings de publication. On peut se faire un truc avec une semaine, on sait qu'on a 4 publications, si on fait 2 par jour au début, on se lance. Donc on veut marquer un gros coup, on va rechercher du boulot, là on y va. Du coup, on va faire deux publications sur 2-3 jours dans la semaine sur LinkedIn. Du coup, je sais que j'en ai 4 au moins que je peux anticiper complètement, donc selon les critères évoqués tout à l'heure. Et je m'en laisse deux de marge qui peuvent être du newsjacking de l'actualité. Et pour ça, je n'ai pas besoin d'un gros outil. Je me fais mon petit truc. Alors, quand on essaie, mais très organisé, ou alors un peu flippé, moi je suis un peu entre les deux sur ça. Je trouve ça facile d'anticiper. C'est plus facile quand tout est anticipé, en fait. Les CM, il faut savoir qu'ils écrivent même jusqu'au texte. Ils ont une petite case aussi pour le petit visuel qui va aller avec, ou l'animation. Voilà. On peut se faire des animations toutes simples sur Canva. Enfin, vraiment, j'adore cet outil. Mais c'est vraiment mettre trois petits slides, on se les passe. C'est tout simple et c'est beaucoup plus sympa qu'une simple photo. Ça va très vite. Et voilà. Ouais, exactement. Le tout, c'est vraiment de s'organiser, je pense. Et après, tous les outils sont bien pour ça. On a une autre question d'Hélénie qui nous demande comment gérer les... Hélène, je ne sais pas. Qui nous demande comment gérer les hashtags. Alors, les hashtags, en fait, on s'intéresse le truc, quand on n'a aucune idée des bons hashtags, on va voir ceux qui le font bien, en fait. Donc, les personnes les plus douées dans le domaine. Donc, il y a hashtag légal, bien sûr. On va voir ce que met Pierre Landy, ce que met Charlotte de Dreuzy, comment elle communique, qu'est-ce qu'elle utilise comme hashtag, elle. Je veux les mêmes, en fait, parce que j'aimerais bien être comme elle, lauréate du sommet du droit d'entreprise. C'est pas mal, quand même, comme réalisation. Du coup, je me dis, je vais mettre un petit peu les mêmes. Je pense que les gens qui la suivent vont être intéressés par les mêmes sujets. Et puis après, il y a aussi mon domaine, enfin le domaine, mon expertise. Si encore une fois c'est blockchain, évidemment je mets hashtag blockchain. Si c'est encyclopédie, enfin si je suis dans l'encyclopédie du sport, je vais bien sûr mettre en avant
mon hashtag sport, alors peut-être pas sport, être un peu plus spécifique, voir aussi les hashtags qui fonctionnent le mieux. En fait, je recherche tout simplement dans la barre de recherche de LinkedIn ce qui sort quand je tape mon hashtag, quoi. Voilà. Après, on peut aussi s'en créer un, pardon. On peut créer des hashtags, effectivement. Et on peut même se les paramétrer maintenant. La page LinkedIn, le profil LinkedIn propose de les mettre dans son profil, c'est pas mal. Des hashtags. Est-ce que tu as une idée sur la gestion des langues? Il y a Marine qui nous dit qu'elle a une partie de son audience francophone, l'autre anglophone. Comment elle gère ça? On peut, en fait, il y a pas mal de façons de le faire. On peut, le truc, c'est souvent, on met simplement / français-anglais, on met petit drapeau, en fait, comme sur les réseaux, et on a dans la même publication les deux langues, en fait, tout simplement. Ça apparaît, ça ne complique pas trop la chose. Alors, du coup, ce que ça complique, c'est qu'effectivement, on ne va pas mettre un paragraphe grand comme ça en français, puis espérer que les gens vont lire en plus, en dessous, quand on est anglophone ou francophone, enfin, selon ce qu'on a mis en premier, le paragraphe en dessous qui est aussi long. On s'adapte un petit peu parce qu'on va le faire en deux langues. Voilà. Et puis, on partage du contenu. Évidemment, si on repartage des articles, si on repartage un article en anglais, ça, j'en donne la substance. Je ne prends pas les francophones. Je me dis que certains parlent anglais quand même. Il y en a quand même. Hein, du coup, voilà, je m'adapte. Je dis ça en anglais, ou je suis obligé de le dire. Si le contenu est obviously, vraiment dédié aux US, ça, par exemple, j'ai fait mon petit post Thanksgiving, et évidemment, on le fait en anglais. Voilà, ah oui, Thanksgiving, plutôt en anglais. Américain, donc si le post, que vous irez sur mon petit profil après ce call, vous verrez que j'ai fait le post en anglais parce que voilà, l'audience est ciblée. Question suivante. Oui, on a une question de Carole qui, elle nous demande, elle a bien compris que LinkedIn, c'était incontournable, du coup, pour les juristes comme réseau social professionnel. Elle demande, au-delà de ça, est-ce qu'il y a d'autres réseaux qui sont vraiment hyper importants? Alors, j'ai vu une proposition sur Clubhouse. Alors, oui, bien sûr, Clubhouse, hyper important. Mais en fait, au-delà des réseaux, alors LinkedIn, c'est le réseau. J'ai parlé d'Instagram et de Twitter en mettant, bien sûr, en émettant les réserves sur le fait que ce sont des réseaux chronophages. En fait, au-delà, on peut aussi être visible et se rendre visible. J'en ai pas parlé, on n'a pas eu le temps de parler des médias traditionnels, mais c'est super important de prendre la parole dans les médias traditionnels. On peut le faire à travers, en proposant des avis d'experts. Donc là, on va donner des cas concrets de son exercice, de sa façon de travailler. On va aussi écrire des tribunes. C'est un peu le niveau supérieur parce qu'il faut penser que une rédaction va se dire « Ah, bah, c'est super intéressant, ce que dit ce 1 sur 17 000 juristes. » Et puis, et aussi, les lecteurs de ce média vont trouver ça super intéressant. Là, en fait, c'est aussi des façons d'exister. On existe dans ces médias traditionnels qui nous permettent aussi d'avoir une visibilité énorme et on s'adresse à un écosystème qui, on va, pour le coup, on peut en tout cas potentiellement aller au-delà de son écosystème naturel, quoi. Sauf si, évidemment, la tribune, elle est dans le village de la justice, mais c'est toujours assez pertinent aussi de faire son trou d'exister déjà dans son écosystème fortement, en fait, d'être très présent déjà, et après, par contagion, si je peux me permettre cette analogie en ce moment, on va vers d'autres, voilà. Ça faut savoir que les Échos, je ne cite que, je les adore, les Échos, la tribune, aux Échos, on peut aller, on va sur la page Le Cercle, les Échos, je ne sais plus si c'est .fr, bref, Le Cercle, les Échos, on peut proposer une contribution. Il y a des petites règles à respecter, mais voilà. Alors, c'est pas, pour le coup, il ne s'agit pas de faire de l'autopromotion. L'autopromotion, elle est un peu plus subtile, mais on prend la parole, on donne une opinion. Voilà. Merci, j'espère que j'ai Estelle. répondu. On a répondu à quasiment toutes les questions. Si vous avez d'autres questions, du coup, à poser à Estelle, n'hésitez pas à la contacter. Elle pourra vous répondre et vous proposer ses tips. Est-ce que ça t'a plu, Estelle? Moi, j'ai adoré ça. Surtout qu'en fait, pour ceux qui me connaissent, je parle énormément. Et donc, c'est un énorme bonheur pour moi de... On t'a presque pas interrompu, Estelle. Pardon. On t'a presque pas interrompu, Estelle. Et on va parler de quelque chose de totalement différent la prochaine fois, n'est-ce pas, Thibaut? Oui, c'est ça. Donc, on se retrouvera du coup maintenant le 9 décembre, dans 2 semaines, avec Clémence Depertuis, donc, qui est directrice juridique de Job Teaser.
qui est une scale-up qui est en très forte croissance dans le domaine de l'éducation. Et elle va revenir sur le passage en fait à une entreprise à mission, donc ce qu'elle a fait chez Job Teaser. Donc ça va être encore une fois super intéressant. Elle va revenir sur les étapes par lesquelles elle est passée, etc. Donc voilà, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour discuter avec Clémence. Et le dernier de la saison sera je sais plus. Le 16 décembre. Oui, on vous fait un petit épisode bonus pour juste la semaine d'après. On s'est dit que deux semaines de suite, ce serait le top. On aura des choses importantes à vous dire le 16 décembre. On ne les dit pas, on fait le teasing. Il faudra nous rejoindre. Ne manquez pas cette émission. Bon, voilà, ça va commencer à moi, là, c'est ça? Il faut que j'envoie la musique. Exactement. Merci beaucoup pour votre invitation, c'est super. Merci à tous. À bientôt. Merci, au revoir. It's